Voilà un psychiatre condamné pour un meurtre commis par l'un de ses patients, condamnation pour homicide involontaire, une famille brisée par la mort d'un des siens qui exige non seulement des explications mais qui souhaite aussi que des responsables soient désignés afin que cela ne se reproduise plus, et puis les pouvoirs publics écartelés. Il faut concilier les droits des malades, leur dignité, leur liberté et en même temps empêcher autant que possible des drames, assurer la sécurité du plus grand nombre. C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film d'Agnès Pizzini, Le psychiatre et l'assassin. Et pour approfondir, j'accueille à présent sur ce plateau Daniel Zaguri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, on vous a vu dans le documentaire à l'instant, ancien chef des services au centre psychiatrique du Bois de Bondy, auteur de La barbarie des hommes ordinaires, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et vous êtes aussi, c'est important, expert psychiatrique pour la justice, on aura l'occasion d'en parler. Face à vous, Isabelle Dréan-Rivette, bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate, vous êtes juge d'application des peines à la prison de Saint-Mihiel dans la Meuse. Et c'est vous qui décidez ou non d'aménager les peines sur la base notamment d'expertise sur leur dangerosité, sur la dangerosité des prisonniers. Bonjour à vous, Cindy Hubert. Bonjour. Vous suivez pour RTL les questions de police-justice et vous nous direz comment notamment l'opinion réagit à ces affaires qui mettent en cause des personnes malades, jugées irresponsables. Les tensions entre l'opinion et la justice et les professionnels, on l'a vu, ont eu tendance à s'accroître ces dernières années. On va avoir l'occasion d'en parler. Bonjour à vous, Jean Sol. Bonjour. Vous êtes sénateur, les Républicains des Pyrénées-Orientales. Vous avez longtemps travaillé à la direction d'un établissement hospitalier à Perpignan, mais surtout vous venez d'être nommé co-rapporteur d'une mission d'information sur la question centrale dans notre débat, celle de l'expertise psychiatrique pénale. Alors je vais commencer par vous, Daniel Zaguri, parce qu'on l'a dit dans le documentaire, cette condamnation d'un médecin, condamnation pour homicide involontaire, elle est complètement inédite. Vous personnellement, comme psychiatre, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'un psychiatre puisse être condamné pour le meurtre de l'un de ses patients ? La justice est passée, donc je ne ferai aucun commentaire sur une décision de justice. Je l'ai dit dans le film quand on m'a interviewé, le public supporte très mal qu'il n'y ait pas de coupable. Qu'au fond, c'est comme si la désignation du coupable devenait évanescente. Il y a un sujet qui a commis les faits, mais il est irresponsable pénalement. Et ça, c'est très très mal supporté. L'irresponsabilité pénale, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas compris. Je ne dirais pas que ce n'est pas compris, je dirais que c'est mal supporté. Et donc, il faut trouver un coupable, et c'est ce que je disais dans l'interview, si ce n'est toi, c'est donc ton psychiatre. Donc, si vous voulez, c'est nous qui sommes en quelque sorte mis en cause. Et donc, sans porter de jugement sur le jugement, je dirais quand même que dans la situation actuelle de la psychiatrie publique, qui est une situation désastreuse. On va avoir l'occasion d'en parler, des moyens de la psychiatrie aujourd'hui. Oui. C'est déjà un point important que l'État le reconnaisse. Dans la situation actuelle, dans la situation où il y a effectivement une fuite des cerveaux, où plus grand monde ne veut travailler à l'hôpital psychiatrique, c'est effectivement, objectivement, une catastrophe. Jean Sol, je disais que vous aviez, vous, dirigé un établissement hospitalier. On est surpris quand même quand on regarde ce jugement, et sans vous demander de commentaires évidemment sur la décision de justice, surpris qu'un homme seul soit condamné alors que l'institution elle-même ne l'est pas. Vous, comme législateur, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors moi, écoutez, ma première réaction, c'est au visionnage, si vous voulez, de ce film, a été de me dire, ma première réaction, à chaud, c'est un véritable drame humain. Drame humain pour le patient, pour sa pathologie, pour sa famille, qui est arrivée à un acte dont on connaît les malheureuses conséquences. Un drame humain pour la famille de ce jeune qui a été quand même tué sur la voie publique. Un drame humain pour l'équipe médicale de ce service, quand même, parce qu'il a fallu gérer à Naval. Et puis je dirais, un drame humain aussi pour cet établissement, parce que un médecin, une infirmière agit rarement seule, elle agit en équipe pluridisciplinaire. Et si vous voulez, ça a été ma première réaction. Cindy Hubert, ces cas d'irresponsabilité pénale, c'est quelque chose de fréquent finalement. Daniel Zaguri disait c'est pas toujours bien compris par l'opinion. C'est très difficile, on est souvent sur une ligne de crête entre irresponsabilité ou juste altérité. Et la question, c'est est-ce que cette personne va aller en prison ou est-ce que cette personne va être hospitalisée et va-t-il pouvoir y avoir un procès ? On le voit encore
On l'a vu là, cet incendiaire qui a mis le feu à un immeuble où il y a eu des morts dans le 16e. Et ben, en ce moment, se jouent toujours des batailles procédurales. En ce moment, se jouent aussi des batailles procédurales sur Sarah Halimi. Vous vous souvenez cet homme qui avait battu à mort sa voisine et qui l'a jetée par la fenêtre. Et ben, aujourd'hui encore, en novembre, va avoir lieu devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel un débat pour savoir si cette personne, au moment des faits, était conscient de son acte. Sylvie Hubert disait, on est sur une ligne de crête. C'est très compliqué, j'imagine, pour vous, d'apprécier la dangerosité d'un patient. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, pour ce qui concerne la dangerosité psychiatrique, c'est tout simplement, a-t-il une maladie mentale ? Cette maladie mentale, à elle seule, éclaire-t-elle les faits qui ont été commis ? Là, donc, si vous voulez, nous sommes dans le cœur du métier. Pour ce qui concerne la dangerosité criminologique, c'est plus compliqué. Il s'agit de repérer les éléments qui sont les paramètres favorables sur le plan clinique et les paramètres défavorables. C'est-à-dire que le plus souvent, on nous demande aux assises, un petit peu comme un couperet qui tomberait, que va-t-il être dans 20 ans voilà. Ça, c'est pas possible, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est faire des évaluations successives, et ça, vous connaissez bien la question, des évaluations successives pour voir comment le sujet évolue, s'il évolue de manière favorable ou de manière défavorable, étant bien entendu que le psychiatre ne pourra jamais dire deux choses. La première, c'est il va récidiver, et la deuxième, il ne va pas récidiver. Il pourra dire simplement quels sont les éléments favorables, les éléments défavorables, et qu'est-ce qui se dessine dans, si vous voulez, le parcours du sujet. Je voudrais une précision d'ailleurs qui nous amène à revenir un tout petit peu en arrière sur la notion d'irresponsabilité. Oui. Juridiquement, quelqu'un qui est déclaré irresponsable, ça ne veut pas dire qu'il est innocenté ? Le rôle de la justice, c'est de répondre à ce principe de responsabilité individuelle. À partir du moment où on rapporte la preuve que cette responsabilité pénale n'existe pas, effectivement, le rôle de la justice s'arrête là. Daniel Zaguri, sur la question de l'irresponsabilité, on a le sentiment, encore une fois en regardant ce film, que lorsqu'un malade est déclaré irresponsable, son acte n'a pas de conséquences pénales, ce qui est évidemment peut-être d'abord erroné, hein, c'est peut-être une impression, mais ce qui, en tout cas, du point de vue des familles des victimes, est quelque chose de choquant. Alors, c'est ce qu'il semble dire dans le documentaire. Je vous ferai remarquer que l'un des reproches qui est fait aux psychiatres, c'est de ne pas conclure suffisamment à l'irresponsabilité pénale et de dire que la situation des prisons est liée à ce fait. Ce qui d'ailleurs est totalement faux. Parce que on a plutôt trop tendance à juger des personnes qui relèvent de la psychiatrie, alors qu'on aurait on aurait eu raison de les déclarer pénalement irresponsables. Il y a un tout petit nombre de sujets qui sont irresponsables pénalement. Et c'est d'ailleurs ce qui est reproché souvent aux psychiatres. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de réformes, notamment l'audience devant la chambre de l'instruction, au cours de laquelle on a parlé de procès du fou. C'est pas du tout ça. Il y a une audience devant la chambre de l'instruction, avec toutes les parties, et dans laquelle est discutée la question des expertises. Et le fait, si vous voulez, le fait tel homme a commis tel acte avec telle complicité à tel moment, il est établi par la justice. Et à partir de là, la justice dit il n'y a pas eu d'intentionnalité puisque le sujet était irresponsable pénalement et effectivement, il passe du monde judiciaire au monde hospitalier. Donc c'est l'hôpital qui prend la suite ? C'est le système sanitaire qui prend la suite. Je voudrais qu'on parle à présent. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, juste en référence à ce que indiquait monsieur le professeur Zaguri et des éléments tels qu'ils apparaissent dans le documentaire, on est confronté quand même à cette très grande complexité, de l'identification de la dangerosité d'une personne, de sa prise en charge. Et le cheminement procédural tel qu'il apparaît, encore une fois, dans le documentaire, le montre. Sauf erreur de ma part, si j'ai bien compris, ça a commencé
c'est quand même avec une ordonnance de non-lieu du juge de l'instruction, c'est-à-dire qui arrivait à la conclusion suivante, c'est-à-dire que les poursuites n'étaient pas possibles. Il y a eu un appel, ce qu'évoquait M. Zaguri dans le cadre de la chambre de l'instruction, qui, elle, a renvoyé ensuite devant un tribunal correctionnel où un collège de magistrats a renvoyé ce médecin au titre de l'homicide involontaire visé par l'article 121-3 et confirmé ensuite en appel. Donc déjà, rien que le cheminement procédural nous montre toute la complexité de la situation visée en l'espèce dans ce documentaire. Je voudrais qu'on parle maintenant de ce que vous évoquiez tout à l'heure. La grande misère de la psychiatrie, ça apparaît évidemment dans le documentaire parce que c'est aussi l'un des éléments peut-être choquants de cette situation, c'est qu'on a le sentiment que ce drame relève aussi d'un manque de moyens dans cet univers. D'abord, je voudrais peut-être qu'on regarde cet extrait parce que je me suis demandé en regardant le film si on ne mettait pas les professionnels, les psychiatres, les équipes médicales dans une situation impossible. Regardez cet extrait et puis on le commente après. Des fois, des patients à faire sortir prématurément ou anticiper la sortie avec des demandes de l'administration pour que ces patients puissent faire de la place pour d'autres, beaucoup plus aigus encore. Par rapport à la dangerosité, là, il y a un vrai problème qui inquiète beaucoup les psychiatres quand on a quelqu'un qui doit attendre plusieurs jours alors qu'il est en rechute délirante avec possibilité de passage à l'acte. Et donc on a des choix très difficiles à faire, c'est-à-dire dire on fait sortir le moins dangereux ou le moins aigu ou le moins à risque. Avec mes collègues médecins, on pousse un cri d'alarme depuis des années parce qu'on voit les lits diminuer, le nombre de lits diminuer, on voit le désarroi des familles et on continue à fermer des lits. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un minimum de lits dans les hôpitaux psychiatriques et de faire du suivi ambulatoire, mais avec les conséquences sur la sécurité que ça peut avoir, puisqu'on aura des gens qui ne seront pas bien équilibrés, qui seront à l'extérieur. On fait sortir le moins dangereux, le moins à risque. Jean-Sol, est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout une question de moyens ? Moi, je pense effectivement que la question des moyens se pose. C'est pas nouveau aujourd'hui en psychiatrie. Je considère pour ma part que la psychiatrie est le parent pauvre, puisque alors il manque effectivement des moyens, un effectif certes, des compétences certainement. Mais pas que. Après, il faut travailler sur une organisation territoriale. Alors, il semblerait que ce soit dans la feuille de route qui a été donnée à M. Bellivier, qui est le nouveau délégué ministériel en charge de toutes ces problématiques de santé mentale aujourd'hui. Après, ce n'est pas les budgets qui sont annoncés qui me paraissent de nature, si vous voulez, à améliorer sensiblement et rapidement les organisations au niveau de nos hôpitaux psychiatriques. Ça ne suffira pas. Parce que là, ce qui est dénoncé, c'est le fait que des lits ont été fermés. Alors, on nous dit qu'on développe parallèlement la médecine ambulatoire. Est-ce que c'est adapté dans des situations de ce type ? Non, évidemment. Alors, le problème, c'est que les téléspectateurs ne vont rien comprendre. Allez-y. On mélange des questions de dangerosité psychiatrique avec la situation de la psychiatrie publique. Il y a à peu près 700 patients dans les unités pour malades difficiles. Il y a 2 100 000 Français qui sont suivis par la psychiatrie publique. Ça vous donne déjà une idée. Donc, il y a en France à peu près 800 homicides. 2 à 5% sont dus à la maladie mentale, sont liés à une affection mentale. Et si vous voulez, dans l'immense majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, c'est intrafamilial. Donc, le cas de figure qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui passe dans la rue et qui est tué par un malade mental, c'est une dizaine de cas par an. Une dizaine de cas par an. Essayez d'imaginer. Pour l'opinion publique. Essayez d'imaginer. Et c'est effectivement très éprouvant pour l'opinion publique, mais 10 sur 800, il faut déjà faire le rapport. Et essayez d'imaginer que les soins psychiatriques en France ont été régis à la suite d'une loi qui fait suite à ce fait divers, qui a été voulu
par le président Sarkozy, après son discours d'Antony. Mais c'est-à-dire, en l'occurrence, ce que révèle quand même là où on peut ne pas être d'accord avec vous, c'est que ce fait divers, c'est quand même l'histoire d'un homme qui a été hospitalisé au mauvais endroit, manifestement. Je ne sais pas s'il a été hospitalisé au mauvais endroit, mais si on a une attitude rationnelle, qu'est-ce qu'on sait de façon rationnelle? Ce que l'on sait, c'est que plus on s'occupe des malades psychiatriques, plus on les encadre, plus on les accompagne, plus on les soigne bien, plus il y a des équipes compétentes, plus il y a un dispositif cohérent, et moins il se produit ce type d'acte. Or, ce que nous faisons, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on prive la psychiatrie de tous ses moyens en hommes, on pourrait développer pendant très longtemps, on prive la psychiatrie et ensuite on la stigmatise ou on la surstigmatise parce qu'elle est déjà stigmatisée à la suite de tels actes. Cindy Hubert, les personnes aujourd'hui qui souffrent de maladies mentales et qui passent à l'acte, comme vous nous le disiez, ça arrive une dizaine de fois par an. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique est beaucoup plus sensible qu'avant, notamment peut-être du fait de l'intervention des politiques, effectivement, dans ces faits divers. Est-ce que, selon vous, cette affaire qui a eu lieu en 2008, sous Nicolas Sarkozy, affaire évoquée par Nicolas Sarkozy, ça a pu marquer un tournant? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit pas la maladie mentale comme une vulnérabilité, mais plus effectivement liée à la notion de dangerosité. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui fait que même, par exemple, dans un procès, les jurés ont beaucoup de difficultés à appréhender le personnage qui est dans le box, à essayer de comprendre. Et du coup, la tentation, c'est d'avoir peur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Eh bien, on se dit, protégeons-nous. Et à ce moment-là, mettons-lui perpétuité. Et c'est ça qui est compliqué. Et on l'a vu, par exemple... Vous décrivez une sorte de cercle vicieux, en fait. C'est-à-dire que la peur engendre des réactions finalement irrationnelles, non seulement de la part de l'opinion publique, mais aussi des pouvoirs publics et peut-être aussi de la part de la justice. Fondamentalement, il faut, la vraie question, c'est pas seulement une question de moyens, c'est de modifier le contrat social entre le pays et sa psychiatrie publique. C'est ça, si vous voulez. Parce qu'il y a une stigmatisation politique, il y a une stigmatisation médiatique. Le médiatique suit le politique. Sous Nicolas Sarkozy, c'était extrêmement clair. Le matin, il y avait un crime. À midi, il y avait un discours de Rachida Dati ou de Nicolas Sarkozy. Et le soir, j'étais appelé, ou mes collègues étaient appelés à la télévision pour des débats où on était effectivement pris à partie. Je vous sens légèrement en désaccord, Jean-Sol. Oui, bon, la stigmatisation, certes, mais les faits sont là quand même. Monsieur le professeur, bon, moi je crois qu'il faut aussi se mettre à la place de la maman de ce jeune qui a été poignardé dans la rue. Bon, je rappelle, sauf erreur de ma part, et je m'en suis tenu au documentaire, que le monsieur en question qui a pu sortir de l'hôpital, de l'hôpital où il était hospitalisé. Ce qui est dit dans le documentaire, c'est ce n'est pas la victime qui était au mauvais endroit au mauvais moment, mais bien l'auteur des coups de couteau. C'est cet auteur, effectivement, qui est sorti dans la journée. Alors, dans le film, il est précisé que les hôpitaux psychiatriques, malheureusement, hormis la nuit, sont ouverts le jour. Bon, alors, moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que ce monsieur avait déjà un passé, quoi. Alors, certes, cette pathologie de schizophrène paranoïque, mais moi j'ai le sentiment que, sans porter de jugement, parce que je ne me le permettrai pas, mais que son suivi et son accompagnement, il y a eu quand même quelques failles dans son parcours, quoi. Mais vous venez de prononcer quelque chose d'important, parce que c'est aussi un des éléments du documentaire. Cet homme était dans un milieu hospitalier ouvert. C'est rappelé d'ailleurs que tout ça remonte aux années 70. Est-ce que c'est quelque chose d'abord qui a été remis en question et est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Là, je me tourne vers vous, Desguré. Vous dites, mettons-nous à la place de cette maman. Évidemment, évidemment. Vous avez noté que cette famille était d'une formidable dignité et vous avez noté aussi qu'ils ont été très agacés par l'instrumentalisation qui a été faite de cette affaire. Qu'ils aient voulu avoir un maximum de vérité judiciaire, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. À partir de là, je veux dire que essayez d'imaginer qu'à la suite de ce drame, tout le dispositif
de la psychiatrie publique française a été modifiée avec la loi sur les hospitalisations de 2011. Et cette loi d'hospitalisation de 2011, elle s'est voulue dans un premier temps répressive, c'est-à-dire elle s'est voulue dans un premier temps sécuritaire. Sécuritaire, on va dire, sécuritaire. Possible. Heureusement. Rappelez quand même les détails de cette loi de 2011. Mais heureusement qu'il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité et que le juge a été introduit dans le Conseil constitutionnel dans cette loi. Mais cette loi, si vous voulez, on peut en refaire le parcours. Vous qui êtes élu, vous savez peut-être que la loi de 1838 a été discutée pendant 1 an et demi avec les aliénistes et les élus. Donc cette loi, elle a été imposée à la psychiatrie. Et donc, si vous voulez, cette loi, elle a 2 piliers. Dans le premier pilier, je suis un inconséquent qui laisse vivre dans la rue des sujets dangereux. Et dans le deuxième pilier, je suis un inconséquent qui garde à l'hôpital des gens qui ne devraient pas y être. Ce qui est totalement idiot, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas l'internement arbitraire, c'est l'externement arbitraire. Le problème aujourd'hui, c'est pas les gens qu'on enferme alors qu'ils ne sont pas malades. Le problème aujourd'hui, c'est les gens qu'on ne peut pas soigner. Donc vous voyez, cette loi est totalement inadéquate parce qu'on mélange, excusez-moi, on mélange dans le débat 2 choses. On mélange ce qui est de l'ordre de la dangerosité, et ça, on peut le mesurer, et ce qui est de l'ordre du soin, des 2 100 000 personnes en France qui n'ont pas fait de mal à un chat. Isabelle Dran-Rivette, vous ajoutez quelque chose ? Oui, je trouve que les éléments qui se discutent là sont tout à fait singuliers dans le sens où ils viennent nous montrer à quel point finalement ce type de personnes qui présentent une dangerosité en raison de ces troubles psychiatriques échappe à la justice par des raisons d'irresponsabilité pénale et peut échapper à l'institution hospitalière. Et en fait, c'est un sujet non pas d'actualité mais de société qui a déjà été évoqué en d'autres temps par un certain Garofalo qui était à la fois homme politique, magistrat mais également criminologue. Et l'idée, c'est de montrer, dans un souci de réponse aussi aux questions à la fois des personnes, des familles, des victimes, bien évidemment, qui sont au centre du système, mais également des membres de la société, qu'il existe. Il existe des établissements circonstanciés pour pouvoir accueillir ces personnes. Pour les personnes détenues, il y a des UHSA, des unités hospitalières spécialement aménagées. Mais précisément là-dessus, est-ce que la justice... Il y a des UMD, comme joue complètement son rôle. On est quand même frappé dans cette histoire du fait que la justice a prononcé l'irresponsabilité pénale, que cet homme était passé avant cet acte à plusieurs reprises devant des juges et qu'au bout du compte, il s'est trouvé en situation de poignarder un homme dans la rue. Est-ce que la justice elle-même n'a pas quelque chose aussi dans ses processus à se reprocher ? Alors, sur les éléments visibles du documentaire, il est effectivement fait état d'un certain nombre de passages à l'acte sans plus avoir d'éléments circonstanciés sur ce point. Donc effectivement, on ne peut pas exclure non plus un dysfonctionnement aussi de ce côté-là, mais ça je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Cindy Hubert, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, quand on sort de prison, on appelle ça des sorties sèches quand il n'y a pas d'accompagnement à la sortie. J'ai l'impression effectivement que c'est un peu la même chose en réalité, c'est-à-dire qu'on va être interné d'office, mais que derrière, quand on sort, il n'y a pas réellement d'accompagnement à la sortie en milieu ouvert, dans ce qu'on appelle les CMD, où il n'y a pas assez de place. Et donc, en réalité, il n'y a pas vraiment d'entre-deux et assez de suivi. Ce qui fait que, par exemple, je vous parlais de cet incendiaire qui est passé à l'acte et donc qui a mis le feu à cet immeuble et qui a fait des morts. En réalité, elle en était déjà à 13 hospitalisations et 3 procédures judiciaires où il y avait eu des classements sans suite. Mais dans ces cas-là, qui contrôle ? Est-ce que c'est un juge d'application des peines ? Qui contrôle dans la procédure ? Là, il y a un sujet, parce qu'effectivement, ça nous écarte un petit peu de notre sujet, mais dans le cas que vous citez, Cindy Hubert, c'est assez frappant. Comment se passe le suivi d'une personne qui a été comme ça, qui est passée plusieurs fois devant un juge ? Alors, vous parlez qui est passé devant un juge et pour lequel une responsabilité pénale a été... En l'occurrence, les responsabilités... En l'occurrence, sauf erreur, l'irresponsabilité n'a pas... Pour l'instant, ce n'est pas encore fixé. Voilà, c'est encore en débat. D'accord. Et c'est tout le sujet. Ouais. Il y a une différence entre, évidemment, s'il y a eu une responsabilité pénale ou une irresponsabilité. Le sujet... Aujourd'hui, elle est en détention. D'accord. Il y a un sujet autour du suivi
Et ce que on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, qui contrôle ce suivi? Alors, ce suivi, le juge de l'application des peines diligente de façon très, très régulière des expertises psychiatriques pour pouvoir effectivement faire le bilan sur l'évolution de la personne dans le cadre de sa détention et voir et apprécier effectivement des éléments de dangerosité à la fois criminologique ou psychiatrique. Et effectivement, dans ce cas-là, il y a des relais avec des représentants de l'État, c'est-à-dire des hospitalisations dans des UMD, comme évoquait monsieur le professeur Zaguri, donc c'est-à-dire des unités pour malades difficiles, où effectivement on trouvait confronté à des difficultés de prise en charge et de mesures de sécurité, parce qu'il y a la protection de la société à prendre en compte, tout en se gardant effectivement de protéger la liberté de l'individu, et là c'est le rôle d'un juge de la liberté de la détention. Il y a ces unités qui peuvent accueillir des personnes dont les séjours sont effectivement relativement courts. Bon, je suis d'accord, madame le juge d'application des peines, mais si on regarde le nombre d'UMD en France, il y a, professeur, sauf erreur de ma part, il y en a une dizaine, il y en a qui datent de 1910. On peut y hospitaliser 570 personnes, c'est assez compliqué d'y rentrer. C'est pas évident d'en sortir, et quand on sort, on a à peu près, sauf erreur de ma part, 3 semaines pour intégrer donc un secteur d'hospitalisation sur prescription médicale. Donc ces patients n'ont pas toujours de place non plus sur les secteurs d'hospitalisation, je dirais, traditionnels. Parfois, certains, sauf erreur de ma part, une fois, attendent un an et demi. Moi, j'ai vécu un cas personnel particulier de ce type de personnes dont la famille a attendu un an et demi avant de pouvoir trouver un lit d'hospitalisation pour pouvoir mettre en sécurité ce patient, qui soit suivi et accompagné. Bien évidemment soigné, se pose quand même la question des inégalités territoriales et de la singularité des territoires. Je crois qu'il faut organiser, s'appuyer, s'adosser, et j'espère que les conclusions de notre co-rapport avec Madame Delattre débouchera sur ce type d'idées de suggestions. Mais il faut travailler sur ce maillage territorial. Il y a que 500 places pour au moins 700 malades dangereux, si je reprends le chiffre que vous nous donniez tout à l'heure. Faute de place, où vont-elles ces personnes ? Il y a effectivement une dizaine d'UMD, unités pour malades difficiles, avec le nombre de places qui vient d'être évoqué, qu'il faut mettre en rapport, encore une fois, avec plus de 2 millions de patients qui sont suivis. Donc, il ne faut pas... si vous voulez, le problème est pollué. La question que nous posons aujourd'hui, elle est complètement polluée. Elle est complètement polluée par la question de la dangerosité. La dangerosité des malades mentaux, c'est le problème de la psychiatrie légale. C'est un des problèmes de la psychiatrie, mais ça n'est pas le seul. Et à confondre les deux, il y a une véritable stigmatisation. Alors c'est intéressant parce qu'il y a de la psychiatrie. Il y a dans le documentaire un extrait que je voudrais vous montrer maintenant, parce que ça va dans votre sens, et ça vient de la part d'un soignant. Vous allez voir, il est assez touchant, et ça démontre toute la complexité de ce débat. Et vous parliez tout à l'heure de problèmes sociétals. Ça nous interroge aussi sur le regard que nous portons sur les malades psychiatriques. Regardez. Les patients qui sont suivis en psychiatrie, c'est des gens qui souffrent. Ils vivent des choses dans leur corps, dans leur tête, dans leur esprit, dans leurs émotions, qui est incommensurable. Ils entendent des voix, ils essayent de faire du bruit pour les couvrir. Ils vivent des cauchemars. Et l'angoisse psychotique, c'est quelque chose de terrible. La maladie mentale, c'est pas des fous furieux avec des couteaux qui tuent des gens. Là, on a quand même beaucoup plus de chances de se faire tuer par son voisin pour un problème de voisinage que de se faire tuer par un fou qui s'est échappé de l'asile. Les malades sont prioritairement des victimes. Statistiquement, ils sont plus de 100 fois plus abusés que le reste de la population. Les malades dangereux, c'est une frange de la population qu'on suit dans les hôpitaux psychiatriques.
Je disais, il va dans votre sens. Hein, mais c'est remarquable. Mais si vous voulez, c'est ce que disent tous les psychiatres dans toutes les interviews, dans tous les papiers, dans toutes les commissions depuis 30 ou 40 ans. Mais ça dit quelque chose de nos contradictions. Vous parliez tout à l'heure de questions sociétales, de nos contradictions, de notre regard sur la psychiatrie. Isabelle Réan-Rivette, on est plein de contradictions et les personnes que vous avez en face de vous, notamment les victimes, elles sont elles aussi pleines de contradictions. On est plein de contradictions et on est face à une très grande complexité. Et c'est le terme que vous avez d'ailleurs utilisé. Et face à cette complexité, je répondrai par une grande humilité. Humilité à la fois de la justice, de l'institution judiciaire, hein, qui se retrouve confrontée à des fins de non-recevoir, enfin en tout cas à une irresponsabilité pénale, une grande humilité face à l'institution hospitalière. Et ce que vous évoquiez, vous, madame, c'est-à-dire que ça renvoie, finalement, ces sujets de société renvoient à une peur immanente et une peur dans chacun de nous qui est de nature à faire réagir, peut-être, effectivement, comme vous l'évoquiez, monsieur, oui. Nous le voyons tous les jours dans nos rues, dans nos villes. Nous avons affaire à une population qui crie après vous, qui vient au-devant. Et c'est vrai que ça crée quand même une anxiété légitime de nos administrés, de nos concitoyens. Pardon, oui, des concitoyens, oui. Ouais. Parce que je parlais de contradiction. On convient d'un côté qu'il faut aider les malades, mais en même temps, on préférerait ne pas les voir, ne pas les voir, même dans nos rues. Ça, c'est quelque chose qui ressort de ce que nous dit ce soignant. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé les chiffres qu'on disait tout à l'heure. Il y a une dizaine de cas comme ça par an. Ça fait 80 fois moins que les homicides en France. Donc, si vous voulez, il y a une irrationalité absolue à confondre la psychiatrie publique et la violence. Mais parce que ce sont des cas... Ce sont des cas effectivement, on croit avoir compris quelque chose quand on sait que quelqu'un a tué par passion, par intérêt, par cupidité, alors que là, ça nous échappe complètement. Et c'est ça, c'est pour ça que l'opinion publique est émue. Mais ça, je n'en veux pas à l'opinion publique qui est émue. J'en veux aux politiques qui stigmatisent la psychiatrie et qui instrumentalisent ce type de faits divers au point que la loi qui régit actuellement en France les hospitalisations part de ce drame. C'est quelque chose de totalement irrationnel. On ne veut pas que de tels drames se reproduisent, eh bien, il faut travailler au dispositif de la psychiatrie. Vous l'entendez, Jean Sol, ça, que voilà, on a peut-être trop légiféré après chaque fait divers? Non, moi j'entends le professeur, moi je suis un politique certes, mais je n'ai pas l'intention et je ne stigmatise pas du tout la psychiatrie. Par contre, ce que j'attends, c'est qu'on se donne effectivement les moyens de suivre et d'accompagner ces patients dès leur entrée en institution psychiatrique jusqu'à leur sortie. Et moi je reviens sur cette idée de maillage territorial avec cette question des inégalités, cette hétérogénéité en fonction des territoires, de nos secteurs géographiques de prise en charge et de ce travail effectivement en équipe. Nous sommes sollicités, nous, régulièrement par des familles. Moi, j'ai été interpellé récemment par une maman qui a un enfant schizophrène, diagnostiqué, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, qui ne sait pas ce qu'elle peut faire. Elle attend depuis des mois et des mois. Donc, il ne faut pas s'étonner à un moment donné, et ce n'est pas un jugement que je porte, hein, monsieur le professeur, monsieur l'expert, mais il ne faut pas s'étonner des réactions à un moment donné de ses parents, de ses familles, et puis de nos concitoyens. On a bien compris en tout cas le rôle de chacun d'entre vous. Merci à tous de nous avoir aidés à éclairer ce débat après ce documentaire qui est effectivement poignant. Je voudrais citer quelques livres, dont le vôtre, Daniel Zaguri, La barbarie des hommes ordinaires, ces criminels qui pourraient être nous. C'est aux éditions de l'Observatoire. À lire également Psychiatrie, l'état d'urgence. Vous en avez parlé, Daniel Zaguri. C'est un livre de Marion Leboyer et Pierre-Michel Lorcast aux éditions Fayard. Puis je me permets de vous signaler aussi l'opération Chaos. L'opération Chaos, c'est une expérience immersive dans la tête des femmes et des hommes atteints de troubles psychiques. Le témoin qu'on voyait tout à l'heure dans l'extrait du documentaire expliquait à quel point il était difficile de se rendre compte de ce que peuvent vivre ces personnes malades. Et bien voilà, vous pouvez, au travers de cette expérience, l'opération Chaos, voyager au travers des orages et des lumières
des moments parfois de grand calme et les moments les plus effrayants que vivent ces personnes malades. Et c'est à voir tout au long du mois d'octobre à Paris. Vous trouverez tout cela, bien sûr, sur le site de Public Sénat et d'un monde en doc. À très bientôt sur Public Sénat.